je commence. En fait, je vais faire vraiment une communication un peu différente, assez synthétique, pas très conventionnelle. Et bon, j'en profite un petit peu de ce que Anne-Hélène Clich a dit hier, qu'un avantage de parler dans un colloque comme celui-là, c'est que on peut parfois économiser quelques citations, économiser du discours. Alors moi, je profite de la très bonne communication que Catherine Davernas nous a donnée hier sur les mots négatifs, alors qu'elle a déjà présenté en détail les caractéristiques principales de ce film, ce qui me débarrasse de le répéter maintenant. Mon objectif est plutôt interprétatif. Ma question, c'est finalement, qu'est-ce que se produit de la rencontre des images, de la voix et de la musique dans le mots négatif? Quel sens, quel tout ces parties disjointes peuvent former, même s'il s'agit d'une totalité construite par les lecteurs, par les spectateurs, donc par moi, et que ce soit justement une totalité précaire, dans le sens que c'est une lecture possible dans un cadre de plusieurs qui sont annoncés par le film. Donc je vous pose quelques points de repère avant de commencer vraiment ce que je préparais. Et le premier, c'est que la jonction entre le visible et l'audible dans le film de Duras est très connue. On en a déjà beaucoup écrit et parlé, dans ce colloque même. On en a déjà parlé, et on parlera probablement jusqu'à la dernière communication, la mienne incluse. Deuxième, surtout, après La Femme du Gange et India Song, et les films qui sont apparus après Le Camion, la disjonction entre le visible et l'audible a pris une configuration spécifique, une autonomie presque totale, de façon qu'on peut se demander s'il serait possible de changer indifféremment les images des films, tels que les Aurélia Steiner ou Les Mains négatives. Et l'expérience de Son nom de Venise dans Calcutta Désert nous prouve au moins deux choses. La première, c'est que oui, on peut changer les images de quelques films de Duras. Et deux, que le résultat est un film tout à fait nouveau, absolument incomparable avec celui duquel il est issu, et par l'expérience qu'il propose et par la valeur que la bande-son et les images acquièrent dans cette nouvelle œuvre. L'autonomie des voix, images et musique, ou même, comme j'ai eu l'opportunité d'analyser dans India Song, dans ma thèse de doctorat, l'autonomie de la lumière, des mouvements des acteurs, des voix entre elles, etc. En synthèse, l'autonomie entre les différents éléments qui forment le tissu des films de Duras nous oblige à se poser la question sur cette totalité qu'ils annoncent, sans jamais la fermer. Certes, ce ne sera jamais une totalité univoque, mais justement, le rôle créatif du spectateur est un postulat durassien. C'est un aspect de la nature même de ces films. Une hypothèse que j'ai pu développer aussi dans ma thèse est celle que le mot ouvre l'image. Le mot déclencheur de l'imaginaire, en contact avec l'image, l'ensémine d'autres possibles champs de signification. L'image des films de Duras est objective, elle en principe ne veut rien dire, elle montre ce qu'elle montre, qui n'est presque jamais ce qui fait le récit avancer. À partir de cela, j'ai lancé la question au film et j'ai essayé d'entendre une réponse. Donc, vous entendrez maintenant ce que je vais préparer, c'est le texte de Duras avec mes interventions au milieu. Donc, je commence. Les mots négatifs ou les cinémas de l'ombre. On appelle les mots négatifs les peintures des mains trouvées dans les grottes magdaléniennes de l'Europe sud-atlantique. Les contours de ces mains, posés grands ouverts sur la pierre, étaient enduits de couleurs, le plus souvent de bleu, de noir, parfois de rouge. Aucune explication n'a été trouvée à cette pratique. Devant l'océan, sous la falaise, sur la paroi de granit, ces mains, ouvertes, bleues et noires, du bleu de l'eau, du noir de la nuit.
c'est arrivé un jour, un moment précis. L'homme est venu seul dans la grotte et il a imprimé son corps sur la pierre. Sa main, à l'instant, gravée. Il est là, absent, un instant précis de ce corps exposé par les contours de la main. Un corps. L'homme est venu seul dans la grotte. Face à l'océan, toutes les mains ont la même taille. Il était seul. Les mains sur la pierre, ce n'est pas de la peinture, c'est peut-être de la photographie. Pas une représentation des mains, pas un produit des mains, mais les mains elles-mêmes, le corps lui-même, devenu pérenne. Si c'était de la peinture, ce serait du Jackson Pollock, l'enregistrement d'un corps, de l'intensité de ses gestes, un moment précis. Ce qui reste d'un corps qui se décompose, la présence de son absence. L'homme seul dans la grotte a regardé. Dans le bruit de la mer, l'immensité des choses. Ce serait Richard Long, marcheur attentif, seul dans un lieu, dans le lieu, qui laisse des traces, empreintes faites de pierres et couleurs. Des traces intentionnelles produites dans les paysages lointains que l'artiste amène avec soi à la ville. Elles sont faites pour être montrées, pour parvenir à toi. Et il a crié, « Toi qui es nommé, toi qui es doué d'identité, je t'aime. » Nous nous touchons, deux corps se touchent à travers les contours de la main. Je le touche et lui, il me touche, moi. Moi qui suis nommé, qui suis doué d'identité, deuxième personne. Ses mains, du bleu de l'eau, du noir du ciel, plates, posées écartelées sur les granits gris, pour que quelqu'un les ait vues. Les contours sur la pierre se situent immédiatement au-delà de la peau, là où le corps n'est plus. Non, ce n'est pas de la photographie, elles en sont les contraires, le négatif, négative, par la présence chimique de la lumière, son ombre figée. La nuit du corps, de ce qui du corps ne se voit pas, mais corps encore. Son prolongement intense, c'est l'absence devenue pérenne, ma nuit écrite. Non, ce n'est pas de la photographie, c'est de l'autographie, autographe. Je suis celui qui appelle, celui qui appelait, qui criait il y a 30 000 ans, je t'aime. Je crie, j'écris, je crie que je veux t'aimer, je t'aime. J'aimerais quiconque entendra que je crie. Autographier, l'autre nom d'écrire. Je t'offre ma main, toi qui m'entends maintenant, demain, en 100 000 ans. J'aimerais quiconque entend que j'écris. J'écris. Je m'inscris dans le temps de la pierre. Sur la terre vide resteront ses mains sur la paroi des greniers, face au fracas de l'océan insoutenable. Personne n'entendra plus, ne verra. Le prolongement, la nuit, infatigablement, elle veut produire ce qu'on ne voit pas. L'écriture, c'est l'inconnu. Avant d'écrire, on ne sait rien de ce qu'on va écrire, en toute lucidité. 30 000 ans, ces mains-là, noires. L'écriture est un corps qui vibre, trop intense, vibre, comme l'accord d'un violon, pendant que l'arc passe. Rien de plus que ça, écrire, c'est une contradiction et aussi un non-sens. Un non-son, c'est se taire, c'est hurler sans bruit, verser l'intensité du cri en granit, rendre pérenne l'absence elle-même minérale. La réfraction de la lumière sur la mer fait frémir la paroi des pierres. Je suis quelqu'un, je suis celui qui appelait, qui criait dans cette lumière blanche. Les lumières de la ville, Paris, la ville la plus vue du monde, à l'aube, le bleu de l'eau, le noir de la nuit, la cathédrale submergée, la ville super exposée, lumière, la ville photographie, cherchée par tous, au-dessus de toute chose, la banalité du toujours vu,
Champs-Élysées, rue de Rivoli, place Vendôme, Bastille, les environs de l'Opéra Garnier. Personne n'est arrivé encore pour le grand événement, la danse des balayeurs de rue et la fin de la chronique d'un été, d'un passant à l'autre, quelqu'un, une automobile, le silence. Le silence du matin avale les bruits de la nuit. Le silence vient de la vallée et du fleuve. Les bruits tardent à disparaître. Et alors, le silence revient comme les bruits de la mer. Le désir. Le mot n'est pas encore inventé. Présence d'une absence déjà. Dans ce que tout le monde a vu, tout le monde voit, Paris dans le silence. Personne n'est arrivé encore, les cris, la nuit, massacrés par mille yeux, les mêmes yeux sur la même pierre, les bleus de l'eau, les noirs de la nuit et les rouges pointus. Il a regardé l'immensité des choses dans le fracas des vagues, l'immensité de sa force. Et puis il a crié, au-dessus de lui, les forêts de l'Europe sans fin. Toutes les forêts, en principe, datent de la préhistoire, un moment antérieur à la culture, antérieur à l'Europe, à l'histoire, à l'homme, au mot. Les forêts ont reçu Adam et les choses ont reçu leur nom. Adam a inventé la ville. Nommer, c'est avoir les choses, avant même de les entendre, de les connaître. C'est les avoir, les perdre. La forêt demeure silencieuse et il faut taire le mot, les résistances culturelles de l'homme pour entendre ses voix, son cri. Comme les sorcières dont nous parle Michelet au Moyen-Âge, les hommes allaient à la guerre et les femmes restaient seules dans la forêt, dans leur cabane, dans une solitude inimaginable pour nous maintenant. Alors, elles ont commencé à parler aux plantes, aux animaux sauvages, une parole inventée des femmes qu'elles n'avaient pas appris avec les hommes. Elles ont proféré leur parole, une parole découverte ou inventée avec la forêt, dans cette rencontre avec la forêt, mais certainement pas apprise. Il se tient au centre de la pierre, des couloirs, des voies de pierre de toutes parts. Les sorcières ont inventé, ont découvert l'intelligence avec les lieux, l'intelligence avec la nature. Et c'était une parole propre de femmes que les hommes ne dominent pas. Alors, ils les ont brûlées, ces sorcières. Toi qui es nommé, toi qui es doué d'identité, je t'aime d'un amour indéfini. La parole des choses, toi et moi, ouverture entière sans intermède, une pensée entière, indivisible, avec un corps sans organes, un amour sans forme, sans masque, sans objet, sans sujet. Un amour sans temps, de pierre. Seul l'écoute du bruit de la mer blanc, continent de tous les sons et les cris qui suspend le temps. Et c'est la pure vibration du corps, un corps dans le temps sans temps. Quelque part, quelque temps, elles sont liées, la forêt et la musique, quelque part. Une complétude, en temps que nous ne pouvons pas concevoir actuellement. Il y a une sorte d'annonciation dans la musique d'un temps à venir où on pourra l'entendre. Il fallait descendre la falaise, vaincre la peur, le vent souffle du continent, il repousse l'océan. Une corde sonne. Les vagues luttent contre le vent, elles avancent, ralenties par sa force, et patiemment parviennent à la paroi. Le cri, les cris, sans savoir pourquoi, adressés à toi, au-delà de toi et de moi. Tout s'écrase. Vibre une corde seule, en violon juif. Le cri, présence et ouverture totale, trop intense, c'est le corps qui dit, c'est moi, corps conscience, je suis pour toi, je suis l'amour que je crie, indéfini, amour. Je t'aime plus loin que toi. J'aimerais quiconque entendra que je crie que je t'aime. Je suis au-delà de l'homme et je t'aime au-delà de toi. 30 000 ans à venir. J'appelle. Je chante un cri pour après-demain. Un cri qui résonne dans la banalité, dans les toujours vus, dedans, bonjour, bonsoir,
ses gestes, la totalité des choses, son pouvoir. Je t'aime. J'appelle celui qui me répondra. J'écris. Je veux t'aimer, je t'aime. Depuis 30 000 ans, j'écris devant la mer, le spectre blanc. Je suis celui qui criait qu'il t'aimait, toi. Je vous remercie.